Voilà, mesdames, messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir la radio Héritage. Dans ces programmes ici direct, nous allons parler d'un sujet aussi intéressant, pas plus tard, qui c'est lundi, le monde entier a célébré la journée contre la fin de crimes commis à l'endroit des journalistes. Et nous allons en parler à long et à large. Question de voir le journalisme en RDC. Sans plus tarder, j'aimerais l'accueillir, Madame Marianne Yavmland. Bon après-midi dans ces programmes ici direct. Bon après-midi à toi également, Ruth, et merci de m'inviter. Je suis en train de signifier à toutes ces personnes qui nous suivent que vous êtes juste présidente de l'UNPC, Katanga, Union justement nationale de la presse du Congo, ici dans le Grand Katanga. Avant d'aller plus loin, on a tendu notre micro à un professionnel des médias, Passion Lukusa. Il travaille juste pour un média en ligne, 7sur7.cd. Il est également rédacteur en chef de la radio Phoenix University. Prendre cet élément et puis on se retrouve après pour la poursuite de ces programmes. Comme vous le savez, notre métier, ce n'est pas un métier facile. Les journalistes est celui qu'on appelle, c'est un fou en smoking. Pour juste dire qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui, le matin, il est dans une carrière, en botte, pour faire son travail. À midi, il est au stade, habillé en vareuse, pour assister à un point de presse d'avant-match. À 15h, il est au gouvernorat, couvrir une grande activité. La même personne qui quitte le matin, qui doit s'habiller différemment. Et pour passer de telle activité à telle autre activité, les journalistes passent par des problèmes, passent par des mots, passent par des difficultés. Il nous arrive par moments que ce n'est pas facile de travailler ici en RDC en tant que journaliste. Madame Marianne Yavmland, vous avez suivi religieusement Passion Lukusa, professionnel des médias comme vous, un mot? Disons que Passion Lukusa fait une analyse qui est juste. J'aime toujours utiliser le terme le journaliste est polysémique. Ça signifie le journaliste s'adapte à toutes les situations. Il a très bien dit. D'ailleurs, j'adhère à cette analyse. Justement, nous sommes en train de signifier à toutes ces personnes qui nous suivent que depuis 2013, les Nations Unies commémorent la journée justement afin d'évaluer les efforts déployés pour répondre aux problèmes de sécurité auxquels font face les journalistes dans leur travail. Généralement, quelle lecture vous faites de cette célébration? C'est toujours une lecture qui est triste parce que la liberté de la presse reste encore bafouée. Pas plus tard qu'il y a 2 mois ou 3 mois, nous avons un journaliste algérien, Khaled, qui est aux arrêts jusqu'aujourd'hui. Donc ça signifie la lutte contre l'impunité, la liberté de la presse n'est pas encore arrivé. Le 2 novembre, c'est un moment d'introspection. Nous rappelons d'ailleurs que la date de cette journée internationale a été choisie en mémoire de 2 journalistes français, Jocelyn Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali. Alors, à cette occasion, le journaliste en danger, Jed, a publié un rapport. Dans ce rapport, nous signifie justement que 116 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été recensés en RDC. La RDC, c'est parmi les pays qui se sont retrouvés toujours au rouge concernant la liberté de la presse. Il y a quand même une évolution. Bien que nous avons besoin d'avoir des cas zéro, c'est pour dire nous n'avons pas besoin d'avoir 116 cas, on n'est pas encore arrivé, mais c'est quand même des avancées. Parce qu'il y a des années, je pense, par rapport au rapport de l'ONG Reporters sans frontières, et je prenais part à des assises au niveau de la Guinée-Conakry, nous avons eu un tableau qui était encore sombre. Et avant la Guinée-Conakry, on a eu des assises à Madagascar où le tableau était encore très sombre. Tableau de la liberté de la presse en général, plus précisément dans les pays africains, parce qu'en Afrique, nous avons d'autres réalités, quoique même en Europe, nous avons la liberté de la presse qui est encore bafouée, qui reste encore à y travailler sérieusement. Donc il y a des avancées, 116 cas, c'est moins de cas, parce que nous sommes en train d'évoluer quand même. Alors, ça fait déjà combien d'années que vous exercez? Ça fait 25 ans que j'exerce. J'ai commencé la presse sous Mobutu en 1995. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Après Mobutu, il y a eu Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et voilà, on a Fachi. Voilà pourquoi je dis 116 cas, ce sont des avancées. Autrefois, il y a 2 choses que nous ne pouvions pas nous permettre de dire. On peut avoir un magazine politique où on se met à décortiquer l'actualité au niveau politique sans qu'il y ait des agents de services de renseignement qui nous attendent.
Donc aujourd'hui, on peut se permettre de faire une analyse sans crainte. Nous sommes en train d'évoluer. Nous ne sommes pas encore arrivés. Plus de 25 ans dans le métier n'est pas quelque chose de moindre. Je me rappelle, vous avez été reçu récemment toujours dans ces studios de la radio Héritage. Vous nous avez dit justement avoir été arrêté au moins une fois en exerçant. Une fois. Je pense pas. Allez-y. J'ai déjà été arrêté 3 fois à Kinshasa. Au niveau du marché Gambela, j'ai été arrêtée. J'étais arrêtée à l'époque au marché Gambela. Il fallait vérifier le panier de la ménagère. Et lorsque je suis arrivée, j'ai eu des agents qui étaient venus pour me dire que je n'avais pas le droit de travailler au marché. Il fallait à tout prix une autorisation de l'administrateur du marché. Je vous parle de l'année 2002. Cela ne m'a pas empêché de continuer avec le métier. J'ai continué avec le métier parce qu'en fait, il y a eu une nouvelle arrestation. J'avais accordé à la rédaction à l'époque, j'ai géré une chaîne à Kolwezi, j'avais accordé à la rédaction de diffuser les images des yaourts périmés. La population de Kolwezi devrait être saisie par rapport à cela. J'ai été arrêtée à Kolwezi. Cette maison, vous avez traduit en justice? Oui, la maison m'a traduit en justice. C'était en 2013, donc il y a 7 ans. En dehors de ça, j'ai une fois eu des démêlés avec certains politiques. J'étais le nom. Dans un magazine politique que je présentais, j'ai eu à dire des choses. Et quand vous les disiez justement ces choses, même si vous ne voulez pas nous en faire part, vous aviez peur? Non, je m'assumais. Vous attendiez quelque chose après? Non, je m'assumais parce que j'avais toutes les preuves. Ah, ok. Ça signifie le journaliste... Vous étiez armé jusqu'aux dents? J'étais armée, mais tout en me disant, quand ça va barder, comment je vais faire pour ma sécurité? Ok. Je me rappelle, vous aviez anticipé les dégâts? Je me rappelle à l'époque, j'habitais au quartier Bel Air. Je n'avais eu qu'à dire à mes voisins, à mes voisines, j'ai signalé à ma famille, si on me cherche, je ne vis pas ici. Il fallait un peu s'éclipser. Ça devenait de plus en plus compliqué. C'était devenu compliqué, mais c'était une belle expérience parce qu'aujourd'hui, je sais dire à mes jeunes confrères, consoeurs, il est bon d'avoir la liberté de la presse, mais il ne faudrait pas exagérer en allant dans le libertinage de la presse. Parce qu'en fait, la première sécurité de professionnel des médias, c'est d'abord le professionnel des médias lui-même. Et c'était des leçons comme ça que j'ai retenues. Quand je suis sûre d'une information, je fonce. Vous y allez jusqu'au bout, vous foncez. Je fonce, mais je dois me sécuriser moi-même. Mais j'ai fait aussi la presse écrite. J'utilise un pseudo. Il est difficile que les gens soient au courant que c'est Marianne Mujingia-Moulande qui a signé ce papier. Donc, alors, il faut faire un choix. Lorsque vous décidez de rester dans l'objectivité, l'impartialité, la neutralité. Sachant que la chaîne appartient, le propriétaire a une tendance, pour les politiques par exemple, tendance FCC, tendance je sais pas moi cash. Et là ça oriente même justement les angles qui seront choisis. Oui, ça oriente les angles. Et quand ça oriente les angles, ça vous met dans une mauvaise position. Mais il faut faire un choix. Si tu dis que tu restes dans cette optique, il y a une ligne éditoriale qui a été... Vous serez étouffé. Vous serez étouffé. Il faut faire un choix. J'avais pris l'option. Vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas. J'avais pris une option à l'époque. Après avoir évolué dans plusieurs médias privés, je ne demande pas aux autres de le faire, mais j'avais pris une option en disant, je ne signe pas de contrat de travail. Je reste collaboratrice extérieure, mais je reste également indépendante. Voilà. Donc j'ai fait un choix. Ça signifie que vous travaillez en toute liberté. Je pouvais venir à Héritage, je sollicite un espace chez Héritage. J'ai fait passer les émissions. J'ai un contrat rien que pour cela. Je finis, je pars. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et quand vous dites justement à ces professionnels des médias qu'il faudrait faire un choix, mais en fait ça dépend de la phase de maturité que vous avez dit. Attends, si vous êtes peut-être un débutant, vous avez déjà quelques années dans le métier, vous êtes en train de vous rechercher. Ne pensez-vous pas que la question du choix est fonction des années que vous avez déjà justement réalisées dans le métier? Oui, c'est vrai, c'est un aspect important. Au fait, il est difficile que je demande à un débutant de faire déjà le choix. Ce choix, c'est bon pour ceux qui ont déjà commencé avec le métier, qui peuvent avoir un minimum de 5 ans. Voilà. Quand vous avez un minimum de 5 ans déjà dans le métier, vous pouvez vous dire, je vais maintenant faire un choix. Mais au début, il faut d'abord apprendre le métier. Comprendre d'abord les questions de référence, comment il faut les placer, savoir rédiger un article comme il le faut, comment traiter l'information. Ce choix qu'il faut faire, je le demanderai à ceux qui ont déjà exercé
et qui sont déjà dans plus ou moins 5 ans qui peuvent faire un choix. Et même alors, lorsque ceux-là décident de faire un choix, il ne faudrait pas dire... prendre en compte tous les paramètres. Tous les paramètres. Il faut prendre en compte tous les paramètres et se dire, est-ce qu'après ce parcours, est-ce que je peux être indépendant ou indépendante aujourd'hui? Est-ce que je peux négocier pour avoir juste un contrat de collaborateurs ou de collaboratrices extérieures? Il faut d'abord aimer ce métier. Il est difficile d'émerger quand on n'a pas la passion. Et pour vivre de ces métiers, vivre de ces métiers, il faut aussi des sacrifices. Que l'on ne pense pas que c'est facile. Aujourd'hui, je parle de mes 25 ans dans ce métier. Justement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je veux vous faire rire une fois. Allez-y. Alors, mon patron à l'époque et mon chef à l'époque, Ibambi Shintoa, me dira, mais tu dois aller faire le panier de la ménagère. Mais c'est que lui ne m'avait pas dit que c'est que tu vas ramener comme information. Lorsque tu vas rédiger ton article, j'aurai besoin du même article pour que j'envoie mon papier. À l'époque, il était correspondant sur RFI. Pour moi, c'était un article pour le journal de la chaîne où je me retrouvais à l'époque. Alors, Kibambi Shintoa m'attendait pour dire, quand elle va amener, Marianne va amener, je vais carrément prendre et puis faire aussi mon papier pour RFI. Malheureusement pour lui, on l'appelle déjà à Paris. Il devrait déjà envoyer son papier. Mais tout ce qu'il attendait comme élément, comme information, devrait venir de Marianne. Marianne n'était pas encore rentrée. Conséquence, j'en ai eu pour mon compte. Lorsque j'arrive à la rédaction, c'est la première suspension que j'avais eue à l'époque. On me dit tout bonnement, et je n'étais même pas entrée. Et le caméraman était quand même exclu du dossier, on l'a fait entrer. Mais moi, la journaliste, j'ai été traitée durement. Donc, je suis allée en suspension. Au fait, au lieu de faire 40 minutes pour ce reportage, moi, j'avais fait, je pense, 1h50 minutes. Et Kibambi Shintoa attendait. Et pour lui, la rage, c'était quoi? Il a manqué d'envoyer son papier à Paris sur RFI. Et il ne me l'avait pas dit. Mais tout ce que j'ai retenu de cela, c'était une leçon pour dire, il y a aussi la rapidité qui compte. Voilà. Pour rédiger son papier, pour son article, il y a la rapidité qui compte. Plus vous avez l'information à temps, plus vous la publiez à temps et plus ça vous fait gagner du temps. Donc, c'est la leçon que j'avais retenue ce jour-là. Alors, ça fait déjà combien d'années que vous exercez en tant que présidente de l'UNPC Grand Katanga? Ce n'est que depuis juillet 2018 que je suis présidente de l'UNPC Katanga. Depuis que vous occupez vos fonctions au niveau de la présidence, l'UNPC Grand Katanga, quelles sont vos grandes réalisations, soit vos perspectives d'avenir? On a remis la machine en ordre en ce qui concerne l'octroi des cartes de presse. Nous avions un grand désordre où chaque personne pouvait se réveiller le matin et dire qu'il est membre de l'UNPC, avoir la carte. C'est quelque chose de grand qu'on a pu réaliser parce que c'est lui qui est professionnel de médias, c'est celui-là qui détient sa carte de l'UNPC, qui reconnaît et qui est reconnu par la loi qui nous régit. La loi du 22 juin 1996. Et je le dis, il n'y a pas que ceux-là qui se font appeler abusivement journalistes. Il y en a aussi qui sont considérés comme professionnels des médias, malheureusement qui le font. Parce qu'il faut revenir quand même à l'éthique et à la déontologie, se dire, je ne peux pas filmer un cadavre de cette manière et faire passer à la télé comme ça. Voilà. Il faudrait peut-être faire un recyclage. Il est important. Je pense que l'UNPC a un grand travail. Voilà. Et nous pensons que ceux qui vont venir gérer après nous pourront également faire ce travail-là. En passant, j'aimerais quand même l'année 2020, qui a été une année assez compliquée pour le professionnel des médias du Grand Katanga. Nous avons perdu plusieurs de nos membres. J'aimerais dire paix à leurs âmes. Par exemple, je peux citer... Allez-y. Feu Sengalukavo, paix à son âme. Je pense que dans le Grand Katanga, on connaît le terme Kawama. C'est lui le promoteur de ce terme-là. Tout récemment, nous venons d'enterrer Jean-Marc Kitenge, qui fut parmi les grands caméramans du Grand Katanga. Nous avons eu l'appui financier, matériel et moral des 2 gouverneurs de province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula. Le gouverneur Richard Mouyej Manguezman du Lualaba nous a également beaucoup assisté. Alors, Madame Ariane Yav, parlons quand même de la protection du journaliste. Vous pensez vraiment que la protection des journalistes est assurée? Aujourd'hui, on peut parler de cette protection, puisque j'ai dit quand même qu'il y avait des avancées. Je peux parler de 40%. Et en RDC et dans le monde entier. Je suis peut-être chiche en ce qui concerne le pourcentage, mais je ne fais que dire ce qui doit être dit. Aujourd'hui, nous attendons au Burkina Faso, par exemple, nous attendons que l'on
que l'on établisse, qu'on ouvre ce procès de ce journaliste qui est décédé il y a des années, Norbert Zongo. Justement. Oui, Norbert Zongo qui est décédé parce que simplement ce journaliste-là à l'époque ne faisait que son travail. Donc nous avons comme ça plusieurs pays, plusieurs cas où la protection des journalistes est assuré un faible pourcentage. Un faible pourcentage. Je donne 40%. Nous sommes déjà à la fin de notre programme. Un mot à l'endroit de ces milliers de journalistes qui vous suivent. Merci beaucoup Ruth de m'avoir invité. J'ai dit à tous les professionnels des médias, restons professionnels effectivement. Évitons de faire de la liberté de la presse un libertinage de la presse. Merci beaucoup Ruth. C'est par là que je vais finir. Et ce sera la fin de ces programmes. Mesdames et messieurs, je rappelle que Marianne Yave Moulande, elle est présidente de l'UNPC Grand Katanga. C'était un plaisir de vous recevoir dans notre programme. Ruth Skoutemba, j'étais à la présentation. Prenez soin de vous, mais on se retrouve très très prochainement.